Et bienvenue à Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 signes ou critères qu'on doit retrouver dans une relation qu'on puisse considérer saine et qui permet en fait au couple d'évoluer de façon constructive et de faire des progrès dans leur relation. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos questions ou vos suggestions de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi aller sur notre site lesexologue.ca pour aller voir toutes les ressources qu'on offre à notre clinique. Donc, quels sont les 5 signes d'une relation saine et constructive? Eh bien, la première ne vous surprendra pas, c'est d'avoir en fait une bonne estime personnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir une bonne estime personnelle, puis pourquoi, en fait, c'est nécessaire? Eh bien, les gens qui ont une moins bonne estime d'eux-mêmes ont souvent tendance à dépendre, en fait, de comment leur partenaire les perçoit dans la relation. Et puis quand je donne plus d'importance sur comment mon partenaire me perçoit et se comporte avec moi que comment moi je me comporte et comment moi je me perçois, bien, ça fait en sorte que j'ai souvent tendance à réagir quand j'ai une perception de moi qui est plutôt négative. Donc les gens qui vont davantage avoir une bonne confiance ne vont pas fortement réagir face à une critique ou une reproche ou une insatisfaction de leur partenaire. Ils ne vont pas voir ça comme une menace à leur valeur ou se dévaloriser, ou au contraire, ceux qui ont une tendance à avoir une faible estime et se survalorisent pour compenser, donc des gens qui ont parfois des traits plus narcissiques ou de grandiosité pour compenser en fait pour une faible estime personnelle. Ces gens-là, en fait, vont davantage réagir que la personne qui a plus confiance. Elle va être plus à l'écoute. Elle va aussi avoir un partenaire qui est plus à l'écoute et plus fort. Donc, plutôt que de laisser mon partenaire être la personne qui me réconforte et me soutient, je suis en grande partie capable de le faire par moi-même. Cela ne veut pas dire qu'on n'offre jamais de soutien, de compliments, qu'on ne valorise jamais son partenaire. Mais notre partenaire n'est pas toujours en mesure de nous offrir une image positive de soi. Et notre partenaire n'a pas toujours la capacité de le faire. Et si je suis dans le besoin ou l'obligation que ça vienne de sources extérieures, dont mon ou ma partenaire, eh bien, je deviens plus émotionnellement dépendant, en fait, de l'autre personne. Et je peux trouver ça lourd aussi que l'autre dépende davantage de la valorisation, de la validation que je dois leur donner. Puis ici, c'est vraiment l'important, c'est la nécessité ou l'obligation, en fait, d'offrir ça pour que l'autre puisse se sentir bien avec eux-mêmes. Tandis que deux personnes qui, à la base, se sentent bien, ont davantage tendance à respecter aussi les différences, ne pas voir les différents, les conflits comme étant problématiques ou source, en fait, de distance dans la relation. Donc, je tolère davantage notre individualité, malgré que je cherche quand même une certaine forme de complicité à travers notre relation. Le deuxième point, en fait, qui va aider à avoir une relation saine et constructive est en fait du empowerment mutuel. Donc, plutôt que d'être dans la compétition avec son partenaire, de gagner en fait contre l'autre dans nos arguments, vouloir avoir raison, on travaille davantage pour s'entraider. Donc, on pourrait croire que c'est assez de base qu'on s'entraide dans un couple, puis certes, même les couples parfois malsains ou qui ont plus de difficultés dans leur relation peuvent avoir de l'entraide. Mais parfois, il y a aussi toute la dynamique de la compétition entre les partenaires. Par exemple, les parents. Les parents, qui est le meilleur enfant? C'est sûr que quand notre enfant nous choisit par-dessus l'autre partenaire, ça peut être flatteur. On peut aussi avoir l'impression qu'on est meilleur que notre partenaire en tant que parent. On réconforte notre enfant plus rapidement, on est plus à l'écoute, ou au contraire, nous, on est plus capable d'avoir de la discipline et faire en sorte que les règles se suivent et on trouve l'autre trop mou dans son approche. On peut avoir l'impression qu'on est en compétition aussi au niveau de les différentes tâches qu'on fait dans la maison ou comment qu'on les accomplit, qui a une plus grande intelligence émotionnelle ou intellectuelle. Et donc, cette compétition-là avec l'autre, à un certain degré, peut être saine ou en fait, on se challenge l'un et l'autre par rapport à ça, mais c'est quand la compétition, elle n'est pas dans la bienveillance. Elle est davantage dans vouloir se remonter soi-même et rabaisser l'autre.
Donc, quand on est dans une dynamique où, justement, soit qu'on se dévalorise soi-même à travers la compétition, où on a toujours l'impression que l'autre est meilleur que nous et qu'on doit toujours le rattraper, ou que l'autre est dans un état davantage de grandiosité et prend toute la place et a souvent l'impression d'être meilleur que l'autre et rabaisse souvent l'autre dans ses compétences, ses capacités, ses dires, ses comportements, etc. On n'est pas dans une relation où on fait du empowerment mutuel. Versus un couple qui va davantage être centré sur leur capacité de s'entraider. Ce qui peut faire un peu contradictoire avec le premier point que je disais tantôt par rapport à l'estime personnelle. Mais c'est ça que je veux dire par, c'est pas qu'on ne soutient pas notre partenaire ou qu'on ne valorise pas notre partenaire quand on a une bonne estime. C'est juste quand et comment je le fais et quelle est l'intention ou la motivation en arrière. Est-ce que je le fais pour compenser en fait des insécurités chez l'autre ou je vois l'autre comme un partenaire, un teammate qui est là pour m'aider, me faire grandir, mais que je suis aussi là pour les faire grandir en retour, en les aidant, en les soutenant, mais que je leur donne quand même la responsabilité de prendre en charge leur comportement. Donc, ce empowerment-là mutuel crée justement davantage d'intimité, de rapprochement, parce que je sens que mon partenaire n'est pas un adversaire, mais au contraire est mon partenaire. Je vous donne un exemple d'un couple que j'ai eu il y a plusieurs années dernières qui me parlait justement, je leur avais proposé de faire un regard intime. Et puis, c'est un regard qui dure plusieurs minutes. Puis le couple était tellement en compétition que ni un ni l'autre voulait arrêter en fait le regard. Ils voulaient gagner en fait la compétition, qui n'était pas une compétition, de qui allait flancher en premier face à leur regard mutuel en face de l'autre. Donc, plutôt que de profiter de ce moment-là, de se connecter, d'être ensemble, de s'adoucir, de sentir en fait la bienveillance de l'autre, eux, en fait, ils ont mis priorité sur « c'est moi qui va gagner dans cette activité-là intime ». Donc, réfléchissez, avez-vous tendance parfois à être en compétition avec l'autre, de vous comparer à votre partenaire de façon positive ou négative? Puis, quel est l'impact négatif que ça peut avoir? Est-ce que vous sentez que des fois, vous êtes dans une compétition qui peut être saine ou au contraire qui est plus destructrice? Que vous vous sentez dévalorisé par l'autre ou que vous sentez au contraire que vous dévalorisez l'autre en retour? Quel est l'avantage que vous trouvez de faire ça, à part peut-être flatter votre propre ego? Est-ce que ça en vaut vraiment en fait le bénéfice, considérant le coût que ça peut amener par la suite? Ensuite, le troisième point, c'est d'avoir la capacité d'avoir des conflits constructifs. Donc, avoir des chicanes n'est pas en soi problématique dans un couple. Même, on a fait des études et on réalise que les couples qui se chicanent adéquatement et constructivement, ce sont des gens qui sont plus proches. Tandis que les gens qui ont plus tendance à ne pas se chicaner, ou en fait ont plus tendance à mettre les conflits sous le tapis pour que finalement explosent ou accumulent du ressentiment, ce pas des gens qui sont particulièrement proches. C'est souvent un cas que je vois en fait dans ma clinique. Les gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, on a tellement de bonne communication, on s'entend super bien, tout va bien, mais au niveau de la sexualité, ça ne fonctionne pas. » Puis assez rapidement, dans les premières rencontres, on réalise que ces gens-là abordent les sujets qu'ils sont prêts à aborder et qui n'amènent pas, en fait, justement, des chicanes. Ils ont appris, en fait, où étaient les affaires qu'on ne pouvait pas parler et ils les évitent tout simplement. Ce qui donne cette impression-là d'une fausse harmonie qui leur permet, en fait, de bien s'entendre jusqu'à temps qu'on commence à sortir les sujets qu'on réalise qui n'ont pas été abordés ou quand ils ont été abordés, on finit en queue de poisson. Un ou les deux partenaires ont réalisé que c'était un risque de rupture ou potentiellement d'éloignement important dans la relation. Et donc, on a décidé d'arrêter d'en parler, soit face à la rigidité du partenaire ou tout simplement l'incompatibilité de résoudre cette situation-là, ou du moins en apparence ou en surface à ce moment-là. Donc, les couples qui, au contraire, eux, se chicanent vraiment beaucoup, mais de façon non constructive, qui sont justement dans une forme de compétition avec l'autre dans les conflits, où ils veulent imposer leur façon de faire, ils ne sont pas capables d'être constructifs, ils n'ont pas de flexibilité, justement parce qu'ils n'ont pas une bonne estime personnelle, ils sont constamment en train de vouloir imposer leur façon de faire, ou le contraire, des gens qui, en fait, vont juste acquiescer finalement à l'autre qui tente d'imposer. Ou on a deux têtes un peu rigides, deux têtes dures, comme on dit, qui veulent tous les deux, en fait, imposer leur façon de faire. Donc, ce sont deux personnes qui sont davantage contrôlants, en fait, dans la relation, qui tentent d'imposer la manière de faire, d'agir, de dire les choses dans le couple ou avec autrui par rapport à la sexualité ou peu importe. Donc, est-ce que vous êtes de nature plus
ultra flexible? Est-ce que vous êtes de nature plus trop rigide? Est-ce que vous êtes capable d'avoir raison, mais parfois ne pas nécessairement mettre l'emphase sur avoir raison et de lâcher prise dans le couple face à un conflit, puis davantage axer sur trouver en fait une entente? Mais trouver une entente ne veut pas nécessairement dire que je dois me compromettre. Parce que c'est important qu'on ne se compromet pas dans un conflit pour éviter en fait que le conflit ne se résout pas. Donc, il vaut mieux en fait rester intègre, mais rester intègre, ça veut dire que je reste solide sur ma position, mais j'ai aussi la capacité de me flexibiliser. Quand j'ai de la nouvelle information, est-ce que je suis capable de changer intellectuellement comment je pense? Ou au contraire, je me renforce encore davantage ou j'ignore, je déplace en fait l'argument vers autre chose quand je réalise que j'ai peut-être pas raison, mais je ne veux pas en fait donner raison à l'autre. Donc ça, c'est le troisième point. Est-ce que dans notre relation, je suis capable d'avoir une certaine flexibilité cognitive, une certaine flexibilité aussi émotionnelle avec mon partenaire quand on vit des différends? Allons maintenant au quatrième point. Le quatrième point, en fait, c'est notre capacité d'être en communion ou en complicité émotionnelle avec son partenaire. Est-ce que je sens en fait que autant moi que ma partenaire, on est à l'écoute l'un de l'autre au plan émotionnel? Est-ce que je suis capable de m'asseoir quand mon partenaire me parle de leur frustration, de leurs insatisfactions ou vivent une émotion? Est-ce que j'ai tendance à le voir réprimer, effacer l'émotion de l'autre? Est-ce que je suis constamment en train tenter d'aller chercher l'émotion de l'autre personne? Est-ce que je suis présent en fait dans la relation? Vraiment présent? Ou est-ce qu'on est tombé dans une forme de routine? On est comme un peu des colocs. On n'est pas vraiment en lien émotionnellement. Est-ce qu'on se donne des temps de couple ensemble pour investir la relation, autant au plan affectif, romantique, amoureux que sexuel? Est-ce qu'on prend le temps d'avoir des conversations plus profondes, qu'on est ensemble à ce niveau-là émotionnel? Souvent, en fait, ce que moi je vois, c'est qu'on a dans les stéréotypes de relations hétérosexuelles un partenaire masculin qui est émotionnellement moins disponible et une partenaire féminine qui veut avoir cette connexion-là, parle d'avoir cette connexion-là. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que malgré le discours de vouloir plus de cette intimité-là, quand l'homme finit par s'ouvrir, il y a comme un malaise qui s'installe, en fait, chez la partenaire féminine. Ou dans les couples, par exemple, homosexuels ou lesbiennes, on voit la même chose. Le partenaire qui est plus émotionnellement parfois engagé au début réalise que finalement, cette intimité-là émotionnelle, quand ça se fait vraiment à deux, c'est comme plus chargé émotivement qu'elle pouvait peut-être le tolérer. Et puis, il y a comme un recul, en fait, qui se fait. Parce que souvent, quand on veut que l'autre partage des choses, on veut que l'autre partage des choses qui sont souvent agréables ou qui vont dans le sens de qu'est-ce qu'on s'attendait à avoir. Mais quand l'autre s'ouvre sur des choses qui sont plus difficiles, c'est là qu'on a moins tendance à réagir. Puis j'ai vu justement une vidéo, il n'y a pas trop longtemps, d'un homme, en fait, qui est assis dehors, puis il a l'air un peu tristounet. Il y a comme un morceau de métal, en fait, là, dans ses mains, puis sa conjointe va le voir, elle dit « Mon Dieu, t'es-tu correct? » etc. Puis il dit en fait, c'est comme le fil, là, comme une forme de sentimentalité. Ça fait des années qu'il travaille en construction, puis c'est un fil qu'il utilise régulièrement, puis il vient de réaliser que c'est comme la fin, en fait, de son fil. Puis il y a comme quelque chose un peu de peut-être nostalgique pour lui de ce fil-là, etc. Donc, il est en train de partager émotionnellement, en fait, qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là. Chose qu'on a moins tendance à faire en tant qu'homme et on a moins tendance à être habitué quand un homme le fait. Puis, visiblement, il est dans un état émotionnel qu'on pourrait considérer désagréable, plus dans la tristesse. Il se remémore peut-être toutes sortes de choses. Il pense à sa vie, où c'est qu'il en est rendu probablement. Ça a l'air d'être une mini-crise existentielle, si vous voulez. Puis la partenaire, rapidement, en fait, probablement inhabituée de son partenaire qui parle peut-être de ses émotions, puis qui est un peu émotif, justement, minimise, en fait, mais là, franchement, c'est juste un morceau de fil. Elle veut comme passer à autre chose. Il y a comme une intensité, finalement, une présence, en fait, émotionnelle qui se passe à ce moment-là qu'elle ne tolère pas. Et c'est assez fréquent, en fait, qu'on le voit, ce genre de réaction-là en thérapie, que le partenaire ou la partenaire qui voulait davantage cette émotivité-là de leur partenaire ont choisi souvent des partenaires qui étaient émotionnellement fermés parce que ça leur convenait. Malgré que ça fait peut-être plusieurs années qu'ils critiquent, qui se plaignent, qui désirent, qui nomment vouloir un partenaire plus émotionnel,
quand ils se retrouvent ou quand ils se retrouvent devant cette personne-là qu'ils ont réclamée pendant si longtemps, finalement ne tolèrent pas tant en fait l'intimité que ça génère dans le couple. Donc, est-ce que justement vous considérez dans votre propre relation avoir une certaine maturité émotionnelle pour être en mesure de tolérer en fait la charge émotive de l'un et de l'autre et de votre propre charge émotive? Êtes-vous en capacité en fait de partager et qu'on vous partage les états émotionnels? Est-ce que vous êtes capable finalement de mind mapper votre partenaire, de le lire adéquatement ou vous avez toujours l'impression d'être comme déconnecté l'un de l'autre au plan émotif? Ou au contraire, vous êtes connecté, mais la connexion, en fait, elle n'est pas agréable. Les émotions qui sont échangées sont toujours, en fait, de ressentiment ou de dégoût, de frustration, d'insatisfaction l'un envers l'autre. Parce que c'est rare, en réalité, qu'on n'est pas perceptible des émotions des autres, mais on peut donner cette impression-là qu'on est déconnecté ou qu'on est distant ou indifférent, en fait, mais qu'on est rarement, en réalité, aveugle à l'état émotif de l'autre, surtout quand ça fait plusieurs années qu'on est. Puis, malgré qu'on a tendance à croire que les hommes n'ont pas cette capacité-là ou n'ont pas développé cette capacité-là par la manière qu'on les éduque, vous seriez surpris à quel point des hommes qui ont de l'air très peu émotionnellement disponibles et émotionnellement intelligents le sont beaucoup plus qu'ils veulent le faire paraître. Et aussi, en fait, ce qui manque, c'est pas tant l'intelligence, mais la maturité, la capacité de s'ouvrir, parce que souvent, en fait, ils ont adéquatement détecté que leur partenaire n'était pas en mesure, en réalité, d'être aussi mature et d'entendre ce qu'il avait à dire et d'accueillir en fait ce qu'il avait à dire. Donc, ils ont choisi de se fermer, soit par des expériences passées, soit par des expériences dans leur relation, mais tout de même, ils ont perçu probablement qu'il y allait avoir cette limite-là et ça s'avère généralement assez vrai quand ça commence à s'ouvrir. Évidemment, au début, s'il peut y avoir cette difficulté-là, cette période de transition-là, de s'adapter à un nouveau partenaire qui peut-être pendant des années ne s'est jamais ouvert émotionnellement, mais une fois qu'on le fait, on travaille chacun de notre côté à tolérer cette intimité-là et donc on finit par grandir davantage. Ce qui m'amène au 5e point, les gens qui ont un certain engagement à créer en fait du progrès ou à évoluer dans leur relation. Donc, une relation, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Par contre, cette vision-là statique, c'est souvent réconfortant parce que ça crée une forme de stabilité. Ça nous rassure en fait que notre relation ne bouge pas trop, on n'a pas de trop grand haut, de trop grand bas. Mais les couples en fait qui ont cet engagement-là pour persévérer face à des défis relationnels qui sont inévitables. Moi, c'est souvent la période que j'appelle le creux relationnel / sexuel et ou sexuel. Donc, on va faire face à des défis qui sont significatifs. Et ce sont ces défis-là, en fait, qui nous font grandir, qui nous mettent dans l'obligation de se remettre en question en tant que partenaire, de remettre aussi en question qui est notre partenaire et qu'est-ce qu'on veut dans la relation, et de potentiellement risquer de remettre en question la relation. Et si, en fait, on n'est pas engagé à faire les efforts nécessaires pour rester dans une relation saine et satisfaisante, on va peut-être rester dans la relation, mais on ne sera pas nécessairement épanoui comme on pourrait l'être. Et donc, les couples qui s'engagent à faire ces pas-là, à mettre les efforts de l'avant, à s'auto-confronter et s'auto-responsabiliser de leur propre rôle dans ce cheminement-là, d'accompagner son partenaire sans faire les choses à leur place pour qu'il puisse évoluer, de confronter aussi son partenaire par rapport à ça. Ce sont les gens, en fait, qui réussissent à maintenir une relation très solide. Mais ça nécessite aussi les 4 autres points précédents. Donc, une bonne confiance en soi, la capacité d'avoir des bons conflits, avoir du empowerment mutuel et aussi d'avoir le 4e point qui est cette capacité-là d'être connecté ou avoir une complicité émotionnelle et aussi développer en fait sa maturité émotionnelle au-delà de simplement avoir l'intelligence émotionnelle. Donc, regardez votre couple dans son ensemble et demandez-vous, est-ce que moi, en fait, et mon partenaire, ma partenaire, on a cette capacité-là? Où sont peut-être nos lacunes? Est-ce que c'est dans le manque d'estime personnelle? Est-ce que c'est dans notre capacité de se aider mutuellement? C'est-tu dans notre engagement à évoluer? C'est dans notre capacité à avoir des conflits qui sont constructifs? Est-ce que c'est dans notre capacité de se sentir émotionnellement connecté? Où sont vos failles? Qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin de travailler? Qu'est-ce que vous avez l'impression que l'autre a besoin de travailler? Qu'est-ce que vous avez l'impression que l'autre pense que vous avez besoin de travailler? Est-ce que vous êtes capable d'avoir cette conversation-là de façon grounded, posée et calme?
ou au contraire de nommer parfois les choses que l'autre a à travailler puis qu'est-ce que vous avez à travailler mène davantage à un conflit et une chicane. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre à info@lesexologue.ca ou aller voir nos ressources sur le site lesexologue.ca. Vous avez écouté la chronique Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel.